tous et bienvenue pour l'épisode 16 de la Weekly Sorare NBA, votre rendez-vous hebdomadaire tous les lundis 18h sur la chaîne YouTube du 5 majeur Sorare NBA. On est ravis de vous retrouver, une actualité riche avec beaucoup de méga surperf, avec du plus 60, du plus 50, du plus 40, c'était n'importe quoi, ça a permis de faire beaucoup de streaks et beaucoup de scores très hauts sur les deux dernières Game Week. Enfin bref, trêve de baliverne, on enchaîne tout de suite sur les performances de la semaine. On sort de 2 Game Week avec des performances hallucinantes. Voilà, hallucinantes. J'ai pas trop en mémoire depuis l'existence du jeu Sorare d'avoir des perfs aussi énormes en termes de performance, en termes de score final Sorare. Regardez-moi ça, la semaine dernière, 3 joueurs avec plus 50 de perf, on descend déjà à du 40, du plus 30, enfin jusqu'à plus 34 là, enfin voilà, enfin on va dire le plus 30 est la norme, 16 joueurs à plus 30. Une perf, voilà, enfin une game week 2 semaines la semaine dernière qui a été énorme, même sur une petite game week de week-end, on regarde, on a encore vu beaucoup de plus 30, le plus 25 c'est la norme, le plus 20, enfin voilà, c'était des performances assez énormes qui ont permis de faire pour beaucoup de personnes des très gros scores, et on voit les résultats qui ont été très hauts, hein, du 300 en contender, du plus de 400 en champ, enfin des performances ahurissantes et qui ont fait du bien pour gagner les streaks, hein. On a été quand même pas mal à essayer de gagner un peu d'essence ou un peu de sous sur les streaks en champ ou en contender. Alors bien évidemment, niveau performance, comment ne pas débuter par lui? Alors, la performance qui fait discuter et qui est discutable, hein, de Bam Adebayo, qui fait le meilleur score individuel dans le jeu Sorare, hein, 107. 107 pourquoi? Parce que 83 points, 7 tirs à 3 points, 9 rebonds. Bon, je vous laisse aller voir le match, hein, parce que il y a beaucoup de discussions, hein, parce que des prises à 3 pour qu'il obtienne des fautes, hein, il a tiré plus de 40 lancers francs, enfin voilà, donc c'était un peu n'importe quoi. Mais bon, il a fait ses 83 points, il dépasse Kobe dans la légende de la NBA en termes de joueurs ayant marqué plus de 83 points, il est sur le podium. Est-ce que ce sera la performance la plus notable dont on se souviendra dans quelques années? Il est dans les livres d'histoire d'un point de vue statistique, mais est-ce que la performance en elle-même va rester dans l'histoire? Peut-être moins. Mais bon, voilà, là, ça a été un tueur de Game Week avec un petit compère, on va parler après sur la Game Week de la semaine dernière, où voilà, tu l'as posé 107, ça te fait déjà plus que 2 joueurs alignés, donc ça fait la grosse différence directe, et ça a planté beaucoup de personnes au niveau d'un classement final en contender ou en champ, parce que 107 c'est énorme. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Donc, performance historique, plus haut score historique dans l'histoire de Sorare. Bam peut se targuer de ça. Maintenant, voilà, hein, c'est à retenir. On retiendra, on l'aura dans l'histoire. Pour l'instant, on espérera qu'un joueur, on va dire, qui a un plus beau palmarès puisse le détrôner, hein. C'est dommage que Kobe se fasse dépasser ça. On se souviendra de son 82 points face à 80 ou 82, j'ai un doute de mémoire, mémoire de points, mais en tout cas, les plus de 80 points qu'il avait fait face à Toronto dans un match où il était seul au monde dans une équipe des Lakers qui était cataclysmique, il n'y avait que lui et rien à côté. Voilà, Bam Adebayo 107, ça faisait très mal, ça a coupé un peu la chic à beaucoup de monde sur Game Week, comme ce petit Cameron Payne, ce petit vilain Cameron Payne aux Sixers, dans une équipe des Sixers qui est décimée par les blessures, hein. Il y a tous les titulaires qui sont blessés, donc lui il est arrivé il n'y a pas si longtemps, hein, c'était au niveau de la mi-février, en agent libre. Et là, il a eu un gros temps de jeu avec les absences de VJS comme en plus, enfin bon, voilà, titulaire. Et avec son petit neuf, il fait un 75. 75 qui, là aussi, est tueur de Game Week sur la Game Week de la semaine dernière. Tu l'avais pas, t'avais que tes yeux pour pleurer pour espérer un classement dans les 2 compétitions, Contender ou Champ, parce qu'il avait un petit L10. 2-9 qui était c'était un assassinat, hein, carrément, hein, parce que c'était pas possible de faire une performance avec un joueur comme lui étant alignable, mais si on n'avait pas sa carte. Donc Cameron Payne, 75 points, où là il a fait 32 points, 8 rebonds, 3 rebonds, 10 passes, 8 3 points, en plus derrière ça a pris des styles, ça fait des blocs, enfin, voilà quoi. Donc
très grosse performance. Bon, enfin, c'est une équipe des Grizzlies aussi qui a sorti les chenilles. Et puis après, bon, on voit que ça s'est très largement calmé, hein, mais bon, ben, c'était le moment où il fallait sortir de sa boîte, il fallait l'aligner, et ben, c'est la performance à retenir sur la dernière semaine avec Bam Adebayo, bien évidemment. Notre joueur dont on voulait parler, on va dire des performances un peu plus classiques, et ben, c'est Donovan Clingan, hein, Donovan Clingan qui continue sa très belle saison auprès des Portland Trail Blazers. Ce week-end, il était vraiment. C'était un call assuré, on va dire. Pourquoi? Parce que ça jouait le Jazz. Et ben, ça fait 70 sur le Jazz, hein, magnifique. 15 rebonds, 6 blocs, 3 steals, 21 points. C'est pas tant de points que ça, mais bon, d'à côté, ça noircit la feuille, hein. Déjà, juste 18 points rien qu'en bloc. Bah, parce que en face, Utah s'attend qu'il n'y a pas un vrai pivot en face. Donc, Kingham a fait le taf. Et même après, derrière, si on regarde ça, voilà, il a fait un 47 sur Philadelphie, là aussi miné par les blessures. Donc, globalement, si on regarde les perfs de Kingham et qui affrontent une équipe avec des pivots un peu aux abonnés absents ou un secteur intérieur vraiment miné, c'est très très intéressant. Alors, je ne dirais rien, mais regardez la Game Week qui arrive avec Kingham. Brooklyn, Indiana, c'est pas là où il y a les meilleurs pivots en face, à 34, clin d'œil, clin d'œil, je pense que ça peut s'aligner. Mais on en reparlera ça sûrement plus tard. Donc ben voilà, Klingam il est dans la continuité et globalement il fait une très belle saison avec des pics à plus de 50, hein. Il y a une bonne moyenne où il arrive à avoir des matchs, une petite série de matchs où il est aux alentours de 50, donc avec des L10 aux alentours de 30, avec un joueur qui est capable de faire du 50 assez facilement. C'est ça peut être un très bon call et un call intéressant sur la fin de saison. Portland étant en chasse pour faire le play-in, ils commencent à avoir un petit matelas de sécurité, hein, mais il faut vraiment qu'ils assurent sur la dernière ligne droite pour gérer ce play-in qui serait un gros up par rapport aux dernières saisons du côté de Portland. Mais donc là, il y a des choses à jouer et ça va être super intéressant de suivre la fin de saison de Donovan Clingham au Portland Trail Blazers. Autre joueur dont on voulait parler, là vraiment on parle de petits joueurs, hein, vraiment qui sont sous les radars ou on va dire ceux qui suivent la NBA sont un peu plus au courant, c'est Josh Minott. Josh Minott qui était une très bonne surprise sur le début de la saison au sein des Celtics, qui a fait de très très belles perfs et qui après a complètement disparu de la rotation, a été sorti de la rotation par Joe Mazzulla. Il était un des très bons coups en début de saison et là il était redescendu pardon, avec un L10 aux alentours de 5. Et là, il nous pète un méga score sur Atlanta, pardon, avec un superbe 47, 24 points, 4 rebonds, avec du noircissement de feuilles un peu partout. Donc le up de 5 à 47 était assez énorme. C'est à surveiller parce que bon, il est au Nets maintenant et au Nets, il y a énormément de blessés et on entend le bruit du char de l'autre côté de l'Atlantique. Ça peut être vraiment intéressant encore avec un 10 de 10 d'essayer de l'aligner parce que il va avoir du temps de jeu, hein. Il y a encore beaucoup d'absents côté, euh, côté Brooklyn. On a Claxton qui fait que des allers-retours à l'infirmerie. On a appris que Daron Sharp pardon, est out jusqu'à la fin de la saison. Noah Clooney, c'est pareil, c'est un peu de management et tout. Donc globalement, ça peut être pas mal, hein, avec un petit L10 comme ça. Bon là, voilà, il sort d'un 20 contre Philadelphie. Il a sa vingtaine de minutes de jeu. Il a le volume. Là, il n'a pas vraiment été à droit, hein, même pas du tout, hein, 4 sur 12 au shoot, hein. Le tir à 3 points un peu plus respectable. C'est pas la folie, mais c'est déjà un peu mieux. Mais il y a peut-être des petits bons coups encore à faire sur Josh Minott sur la fin de la saison parce que de toute façon, c'est une revue d'effectifs. Là, c'est en roue libre jusqu'à la fin de la saison régulière. Donc, il y a peut-être des trucs intéressants à aller chercher du côté de Josh Minott. La semaine prochaine, la Game Week de cette semaine, Portland, pourquoi pas, Oklahoma City, pourquoi pas, parce que de toute façon, ils vont pas jouer grand-chose, donc ça va tourner et le match sera très vite plié. Donc, des choses peut-être intéressantes en Josh Minott sur une petite contender. Alors, je dis pas la première, mais sur une 3-4 avec des paris, ça peut être pas mal. Le dernier joueur dont on voulait parler, c'est aussi le bruit du char qui arrive là encore avec le Utah Jazz et Cody Williams. Cody Williams qui lui aussi, comme Minott, profite des blessures, se refait une santé parce qu'il avait quand même pas mal déçu. Il était vraiment en bout de rotation, on le voit, hein, quand l'effectif est au complet, ça joue quasiment pas. Là, sur le poste de meneur d'extérieur, Isaiah Collier aussi fait les allers-retours à l'infirmerie comme qui ont été George. Donc entre Cody Williams et Harkless, c'est eux qui se partagent un peu
la main du côté du Utah Jazz. Pareil sur la rotation au niveau des guards, hein, c'est pas folie furieuse. Hein. On a Bryce Sabo, mais qui joue plutôt en 3 parce qu'il y a des blessés. Bon, S. Bailey, là, il est out. À surveiller le temps de disponibilité d'S. Bailey parce que potentiellement, c'est justement Cody Williams qui en profite en premier. Hein, voilà, le 56 qu'il a fait contre Sacramento, c'est parce que notre ami S. Bailey, je vais réussir à le sortir, était absent. Et là, il a eu plus de responsabilités, plus de shoot. Donc, 34 points. Il a pris 7 rebonds, 7 assists, 3 tirs à 3 points. 3 ballons perdus, mais bon, globalement, un superbe 56 sur un 10 de 18, sachant il a commencé à popper dans les radars quand il a fait un 35 avec un L10 de 16 et a enchaîné un 25, 30, 35, il est monté en puissance, donc il arrive à noircir la feuille et tout, et sur des matchs intéressants, ou du moins, quand je dis intéressant, c'est-à-dire à la portée du Jazz, où il peut y avoir un peu de match parce que l'équipe en face n'a pas le répondant attendu, ça peut être pas mal. Donc là, ce qui va arriver, Milwaukee, Philadelphie, ça peut être vraiment bien. Le petit Washington Wizards aussi, là, peut être vraiment bien. Donc c'est un pic comme ça. Alors c'est un pari, hein, très clairement. C'est pas non plus un joueur indéboulonnable qu'on met les yeux fermés en équipe 1. Mais franchement, c'est un joueur qui, dans une équipe comme Josh Minot, peut être vraiment intéressant à sortir. Donc voilà, on a fait le tour un peu des performances. Maintenant, on va passer au banc des accusés, un joueur qui nous déçoit. Alors on va tout de suite commencer par une mention spéciale, parce que ce ne sera pas notre joueur qu'on sortira sur le banc des accusés, mais mention très spéciale pour notre ami Tyler Hero, de passer de héros à 0 en une Game Week. On en faisait l'éloge il y a une semaine. On l'avait aligné très très haut sur la Game Week de la semaine dernière, de milieu de semaine. Et le gars, il nous a popé un double DMP comme ça, derrière les fagots de blessure, alors qu'il sortait d'un magnifique 68 et puis d'un 42. On s'était dit sa saison était lancée. Et non, là, double DMP sur un problème de quadriceps, je crois, de mémoire. C'était les quads en anglais, j'ai plus la traduction en tête. Et une belle douille, voilà. Une magnifique douille pour un joueur dont on a fait l'éloge et qui a été à nouveau absent pour une blessure, qui est revenu ce week-end, voilà, 32 points, un petit 26 avec un pourcentage au shoot désastreux. Bon voilà, c'était la petite mention spéciale, une petite balle perdue là, parce que il nous a bien saoulé la semaine dernière et ça a fait très très mal, surtout sur des champs de première équipe de champ. Voilà. Bref, voilà. Le joueur dont on voulait parler, et là je me flagelle moi-même, mon cœur de supporter des Knicks saigne à outrance. C'est Michael Bridges, hein, le joueur échangé contre 4 tours de draft. Michael Bridges qui est dans une grande traversée du désert. On regarde en fait, regardez-moi ses perfs. C'est pas grand-chose, pas grand-chose. Hop, un petit pic. Pas grand-chose, pas grand-chose, pas grand-chose. Un petit pic. Et encore, quand je dis petit pic, c'est du 40, 45 bien tassé. Petit 52 là face à San Antonio, il est un peu hors sol. Et puis après, derrière, si on regarde, là, ça dépasse même pas les 30. Hein, donc, L10 de 28, ça va s'affaisser. Alors, ça va être peut-être intéressant au moment où il va se réveiller, le petit père, hein, parce que là, c'est dramatique. Hein. C'est vraiment dramatique. Là, le Michael Bridges, il se fait tirer à boulet rouge par les supporters des Knicks, par la sphère des Knicks fans. euh, Parce que le gars, il est plus du tout là. Il met plus un shoot. En défense aussi, c'est pas foufou. Voilà, 1 sur 6 au shoot, 3 sur 10. 1 sur 6 à 3 points, 3 sur 10 au shoot. Un peu de stats périphériques qui arrive un peu à cacher la forêt, mais le scoring, il est dramatique, quoi. Il est complètement, voilà, 0 sur 6 au shoot. C'est, il est sur une série de matchs en dessous de 10 points, là, qui est calamiteuse, vraiment calamiteuse. Alors, ça pénalise pas encore trop les Knicks, hein, mais il va falloir vite que Michael retrouve son niveau sur la fin de la saison et sur les playoffs si on veut, si les Knicks veulent espérer aller chercher quelque chose d'intéressant sur la fin de saison. Et là, c'est 12 sur 12 si on veut l'aligner dans Sorare, hein, avec un 10 à plus de 31 et avoir un mec qui arrive même pas à faire plus de 25. C'est très 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 compliqué. Donc là, Monsieur Michael Bridges, malheureusement, mon cœur de Knicks fan ne peut pas être insensible à ça, mais il est obligé de trancher et c'est vraiment un accusé pour
pas conflit d'intérêt, mais accusé pour ben, haute trahison au niveau des performances. On va espérer que ça va rebondir parce que là, si ça commence à se réveiller et qu'on retrouve un Michael qui normalement devrait tourner autour de 40, 45 points Sorare, on va avoir un L10 vraiment très intéressant qui va arriver. Si ça commence à retrouver la confiance et un vrai shoot, ça peut être vraiment un banger sur la fin de saison. En plus, un pic qui sera très intéressant à utiliser sur la phase, d'après-saison pour les playoffs. Donc là, malheureusement, Michael Bridges, merci mais non merci, c'est une catastrophe. On n'aligne pas pour l'instant, on attend de voir quand la mécanique de shoot sera de retour. On a fait le tour malheureusement de l'accusé. On va maintenant parler des blessures et des impacts sur les rotations pour la prochaine Game Week. Les blessures avec la première équipe dont on voulait parler, c'est les Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers avec un Jarrett Allen qui est plus ou moins sur une phase de reprise, mais on n'a pas vraiment d'informations parce qu'il est avec une souci de tendinite au niveau de la jambe. Donc il est annoncé plus ou moins sur le retour, mais ça va sûrement être load managé la fin de saison arrivant à grands pas. Et puis derrière, il y a quand même suffisamment de profondeur du côté des Cavs pour potentiellement le laisser au repos un peu encore quelques matchs pour bien être reposé et être bien en forme pour les playoffs. De facto, l'ami Jarrett Allen absent, c'est Evan Mobley qui en profite. Evan Mobley qui lui aussi profite du retour de notre ami James Harden du côté de Cleveland et qui sait mettre en valeur des pivots. Là, maintenant, on voit un peu là sur des perfs qui étaient vraiment pas terribles, mais là, depuis qu'il est tout seul avec James Harden, c'est quand même sacrément bien, plus de 40 de moyenne, avec une petite pointe à 47. Ça peut aller pousser encore un peu plus loin. Ça a KL10 de 36. Sur la semaine, ça a de très beaux match-ups qui arrivent, même global, même un peu plus loin. On a donc Milwaukee, Chicago, la Nouvelle-Orléans, Orlando, 2 fois Miami. Donc il y a des choses sûrement à aller chercher du côté d'Evan Mobley en attendant le retour de Jarrett Allen. Ça peut être plutôt pas mal. Ça risque sûrement de laisser peut-être un peu repos sur ce genre de match-là. Mais genre contre Orlando, sûrement ça devra rejouer et tout. Donc il y a des choses vraiment intéressantes à voir. Autre chose aussi qui est intéressant à voir du côté de Cleveland, le retour, enfin le début de saison de Max Truss, Max Truss, ça va dire. Début de saison de Max Truss mi-mars, malheureusement. Il a eu une blessure très très longue durée. Et il a fait son premier match ce week-end avec déjà une très belle performance en sortie de banc. Un beau 40 en 23 minutes seulement. Des stats au shoot plutôt sympas. 6 sur 7 à 3 points. 8 rebonds. 7 sur 9 au shoot. Enfin, vraiment très très propre pour un retour dans la ligue. Elles disent de 29 un peu haut. Mais voilà, donc ça va automatiquement avoir un impact de facto avec son retour sur des joueurs qui étaient sur son poste. On peut penser à du Dean Wade, sûrement du Sam Merrill aussi qui va en pâtir. Voilà, il va y avoir une rotation avec des joueurs, peut-être Jalen Tyson aussi qui risque peut-être d'un peu d'en partir. À voir, surtout que là il était blessé. On va voir un peu comment ça va se passer, parce que Jalen Tyson et Max Strus, c'est pas du tout le même profil. Mais il y a sûrement des éléments qui vont avoir un gros impact dans tous les cas au niveau de la rotation et au niveau de la répartition du scoring. Peut-être pas en tant que titulaire, mais au moins sur la sortie de banc, on voit bien Max Strus se profiler comme une première option en sortie de banc avec un Jalen Tyson qui équilibre un peu plus le 5 de départ des Cleveland Cavaliers. Mais voilà, donc là, automatiquement, attention sur les premières rotations en dehors des stars côté Cleveland où le retour de Max Strus va rebalayer les cartes et va amener à la baisse d'autres joueurs qui avaient l'habitude d'un peu plus de briller. Côté Los Angeles Clippers, donc on a eu donc le retour de Darius Garland qui se rappelle au bon souvenir de la ligue et qui fait du bien aux Clippers. On a aussi notre ami Bénédicte Mathurin qui fait de belles choses et on a Kawhi qui s'est fait la cheville ce week-end. À voir, pour l'instant, il y aura forte chance, on suppute, qu'il soit pas là ce soir. Il était full, c'est pas encore confirmé, mais il y a forte chance qu'il ne joue pas ce soir contre San Antonio. Après, double confrontation NOP. Toujours attention et être préventif, les blessures de Kawhi.
On sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. Là, ils disent de 48, donc ça, dans tous les cas, c'est très difficilement jouable, hein. Mais donc, on a des joueurs comme Bénédicte Mathurin, notre ami Darius Garland, qui vont pouvoir en profiter. Jordan Miller aussi, qui historiquement profite bien aussi de l'absence de Kawhi Leonard. Donc, il y a peut-être des petites choses à essayer de récupérer. Le gros scoring, là, c'est la superstar, le plus gros scoreur de nos amis des Clippers qui va devoir répartir son shoot sur les présents. Donc, on a des choses plutôt pas mal à voir. On a eu une petite info comme quoi finalement Bradley Beal pourrait être de retour un peu en avance et avant la fin de la saison à surveiller. Bon, après 10 ou 19, ça peut être pas mal, mais bon, en revenant d'une aussi grosse blessure aussitôt, vraiment, on va prendre avec des pincettes, hein, cette information. Mais bon, voilà, du Garland, du Jordan Miller, on disait, donc Bénédicte Mathurin, du Derrick Jones Jr. aussi. 27, c'est peut-être un peu haut, mais ça peut être intéressant. Donc, il y a des choses à aller voir du côté des Clippers pour aller récupérer sur la Game Week qui arrive. On a vu, hein, ils ont 3 matchs avec un double Nouvelle-Orléans. Ça peut être vraiment intéressant d'aller chercher quelques joueurs, on va dire, deuxième ou troisième option avant le départ avant l'absence de Kawhi pour faire de la belle surperf. Autre équipe qui a autant de blessés qu'une équipe qui tank, sauf que eux ils tankent pas, c'est les Sixers, hein, c'est une hécatombe, hein. Donc Maxi, Oubre, Paul George, Joel Embiid. Alors Joel Embiid aurait peut-être de retour cette semaine. On a eu la stat qui est atroce. Il a fait autant de matchs. Il a un nombre de matchs en NBA et il a fait moitié absent, moitié joué. C'est horrible, 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 horrible d'avoir ce genre de stat-là pour un joueur qui sera un énorme what-if sûrement à la fin de sa carrière. Mais avec tous ces absents-là, ben là, c'était la foire fouille. Voilà, fallait vous trouver. C'était essayer de trouver le bon pic pour essayer de faire de la surperf. Donc, on a eu Campaign, on l'a vu tout à l'heure. On a Quentin Grice qui sort d'une très très belle game week euh, avec du 45 deux fois, aux alentours de 45 de mémoire. C'est à 44 et 49 contre Brooklyn et contre Portland. Là, la game week qui arrive, c'est Denver, Sacramento, puis après Utah. Après, ok, si, ça va être plus compliqué. Chicago et tout. Donc, il y a des choses intéressantes, sachant que, bon, voilà, on sait que Maxi est absent encore une bonne 2 semaines et demie, voilà, pas avant début avril, pour un problème au doigt. Vijay Eshkomb, il fait un peu des allers-retours aussi au niveau de l'infirmerie. Mais 10 de 31, c'est un peu haut. Donc, Campaign à 20, ça, pourquoi pas, mais ça commence là aussi à être un peu haut. Quentin Grimes à 23, si on retrouve le franchise player Quentin Grimes de l'année dernière, il a fait déjà de belles choses ce week-end. Et s'il continue dans cette lancée-là, ça peut être encore un banger absolu à 23. Barlow, Justin Edwards, Watford, Jabari Walker. Dans le désordre, prenez celui que vous voulez. Ça peut tomber du bon côté, mais ça peut aussi pas tomber du bon côté. Donc, il y a des choses à essayer de voir. S'il y a vraiment des paris, parce que là, on a eu Justin Edwards qui a fait des belles choses. Je ne crois pas que Dominique Barlow soit sorti de sa boîte encore, mais ça pourrait arriver. Voilà, Justin Edwards 40, 40, 31. Pour les 10-2-16, c'est propre. Dominique Barlow, voilà, c'est pas très haut. Voilà, c'était pas la bonne pioche pour l'instant, hein, très clairement. On est loin du 59 et du banger absolu qu'il a pu faire sur le début de saison avec un indice hyper bas. Jabari Walker aussi a fait des choses plutôt intéressantes, mais là, il est aussi un peu blessé. On sait pas trop ce que ça va donner. On verra ce que ça peut donner sur les prochaines Game Week. Ouais, c'est ça. Jabari Walker fait 43, mais après, derrière, c'était la soupe à la grimace. Un peu comme Campaign, hein, fait sur 75 et après, derrière, soupe à la grimace. Et là, Trendon Watford, beaucoup d'espoir, mais pas beaucoup de résultats pour l'instant. Ça décolle pas. Donc, à mon avis, on va encore jouer sur la prochaine Game Week, au plus des matchs qui arrivent. C'est la loterie. Il faut espérer que ça tombe sur le bon numéro, côté Sixers. Donc, c'est un pari en tout cas intéressant à essayer de jouer, à notre avis, en dehors de Quentin Grimes, sur un joueur des Sixers qui va faire une grosse surperf. On va finir par les Bucks. Les Bucks, alors on ne le voit pas ici, mais cette nuit, Yanis est sorti pour une hyper extension de la jambe. Il est revenu après et tout, à surveiller, parce que le dossier Yanis médical cette année est quand même suffisamment conséquent pour s'en inquiéter et avoir ça en tête. Il a une très belle game week. Alors, contre les Cavs, ça risque d'être un peu compliqué, mais surtout contre Utah. Il sort quand même à 59 en ayant joué que 24 minutes.
à surveiller. Pour l'instant, c'est sous les radars. Si on a suivi avec comment dire, avec les notifications Underdog, on sait qu'il est sorti pendant le match pour cette hyper extension au niveau de la jambe. Ça risque d'être encore peut-être limité au niveau du temps de jeu. Mais bon, à L10 de 39, un Yanis, j'ai envie de dire, le risque vaut sûrement la chandelle. Donc, à avoir en tête. On sait que là, sur le match contre les Pacers, on a Bobby Portis qui a sorti une très belle perf, enfin, on va dire, contre les Pacers sur le match de cette nuit avec un beau 57. Euh, à voir si Yanis va pas être un peu mis au repos sur les prochains matchs. Et c'est lui, bien sûr, en général, qui en profite. Donc, à voir s'il est sur une bonne lancée et que ça va continuer. Mais bon, voilà, il y a des choses vraiment peut-être à surveiller et à tenter. On sait que quand Yanis n'est pas là, ben, le duo Porter Junior, euh, Ryan Rollins, c'est vraiment super intéressant. Ils font vraiment le taf, hein. C'est vraiment une paire qui se complète bien. Alors, Kevin Porter Junior, qui voilà, a une petite inflammation au niveau de la jambe, qui fait beaucoup aussi d'aller-retour au niveau de l'infirmerie. Mais bon, Ryan Rollins, on va dire, avec un 10 de 30, c'est peut-être un peu plus safe. Et il peut facilement faire du 46-50. Hein. Donc, il y a des choses vraiment, vraiment intéressantes et peut-être à essayer de voir du côté de Philadelphie, surtout pour ce magnifique match qui arrive contre le Utah où c'est source de belles surperfs pour un des joueurs qui affronte le Utah Jazz. Bon, on a fait le tour des impacts rotation et tout. On n'a bien évidemment pas parlé des équipes qui tankent à outrance, les Wizards, les Utah Jazz, les Brooklyn Nets, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, des équipes où il y a énormément de blessés et en fait c'est toujours essayer de trouver des petits L10, mais maintenant les petits L10 commencent à être tôt parce que les petits joueurs ont du gros temps de jeu. On va maintenant faire le tour des petits L10 justement, qui vont être intéressants pour la prochaine Game Week. Les petits L10, et comme je disais tout à l'heure, les petits L10 des équipes qui tankent et qui ont beaucoup de temps de jeu, ça va commencer à être de plus en plus difficile à essayer d'en trouver parce qu'ils les font jouer et donc ça fait de la surperf et donc le L10 augmente, donc très compliqué à réaligner. On en a sorti 3 à voir. Le premier qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est Quinton Post. Quinton Post, on a pu voir faire déjà des belles performances hein, contre New York. Hier, il a fait un bon match. Hein, avec un beau 35, avec un petit L10 de 13, donc vraiment une belle surperf comme on aime. Régulier, quand il a du temps de jeu, il est en rendez-vous. Là, il a fait plus de 36 minutes de jeu. Ça joue les Wizards et les Celtics. Et c'est surtout qu'au niveau de la rotation, Damon Green, il est game time, decision. Pas sûr qu'il puisse jouer parce que ils ont joué New York hier soir. Ça joue cette nuit en back-to-back. Porzingis, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir. Ils ont carrément repris un revenant, le yaourt nature turc Omer Yurtseven, qui est en contrat à durée très déterminée pour pouvoir apporter un peu de joueurs qui sont sur deux pattes sur la rotation intérieure des Warriors. On a Horford qui est absent une semaine. Ça a été annoncé cette nuit. Donc, Quinton Post va être titulaire et il va avoir du temps de jeu. Donc, le back-to-back ce soir contre les Wizards, ça peut être très intéressant pour Quinton Post, qui peut faire une très belle surperf. Bon, derrière, contre les Celtics, ça sera vraiment très compliqué. Hein, voilà. Mais bon, déjà sur un match, là, ça peut être vraiment bien. Ça semble, pour un L10 de 15, une super bonne opportunité à surveiller de suite. Autre petit joueur dont on voulait parler, c'est Rasher Fleming, du côté des Suns, mais qui commencé à avoir le temps de jeu depuis une petite dizaine de jours, depuis le début du mois de mars, et qui, en plus, sur son temps de jeu, arrive à faire des belles perfs. Alors, il arrive en plus à percer alors qu'il y a eu un retour de la paire Devin Booker, Jalen Green sur les postes de guard, et il profite de l'absence surtout de Dylan Brooks sur le poste de forward. Euh, il est en première option de sortie de banc sur le poste de forward derrière Royce O'Neal. Il est passé devant Ryan Dunn et gars, il fait le taf, hein, très clairement. Hein, c'est du 28 pour du 23 minutes de temps de jeu. Alors c'est surtout très complet, c'est pas beaucoup de scoring, mais c'est surtout de la stat périphérique sur laquelle le Rachir arrive à se mettre en avant. Euh, à voir, pourquoi pas, sur des petits match-ups intéressants. Alors, c'est clair que là, sur la Game Week qui arrive, ça va être très compliqué parce que Boston, San Antonio, Minnesota, la Game Week de Phoenix, elle est horrible. Et je pense que quand on va en parler sur les match-ups, on va pas prendre Phoenix.
Mais bon, après, les Bucks, le Jazz qui arrive aussi dans la ligne de mire, il y a des choses vraiment peut-être intéressantes à voir pour un petit L10 de 13. Ça pourrait être très intéressant. Le dernier joueur dont on voulait parler, c'est Obi Toppin. Obi Toppin qui est, vous voyez, une saison quasiment blanche, qui est revenu il y a 15 jours dans une équipe des Pacers qui attend vivement la fin de saison à la draft pour pouvoir revenir déterminé et très énervé avec Tyrese Haliburton à la main. Et le 10 de 15 pour Obi Toppin, peut-être des choses vraiment intéressantes, surtout que bon, sa première perf de 35 de début de saison va très vite disparaître là, et donc ça va rebaisser encore son L10, hein, si on regarde sa petite évolution de L10, donc là ça va être 15, mais c'est surtout s'il n'y a pas trop de grosses perfs qui arrivent, ça va encore baisser. Il n'y a personne. Il n'y a personne aux Pacers, donc automatiquement, là, Siakam, il est en game time decision, donc il y a peut-être des choses vraiment à essayer de choper. Là, ça va jouer premier match Linux, bon, ça va être un peu compliqué, mais pourtant, ça peut être pas mal. Ça fait partie des rares joueurs encore côté Pacers qui ne sont pas titulaires, mais qui profitent des absences et du tanking des Pacers pour pouvoir jouer. Donc ça peut être une option intéressante à surveiller sur la fin de saison, parce que de toute façon là, ils attendent qu'une chose, c'est la fin de la saison, hein, nos amis les Pacers, c'est que lui reprenne du rythme, reprenne de la confiance pour préparer déjà la saison prochaine. Donc voilà, peut-être Obi Toppin a un choix, on va dire, c'est pour ça qu'on l'a mis qu'en troisième, mais un choix qui peut être pas mal sur une ou deux game week de fin de saison. On a fait le tour des petits L10, on va maintenant parler des match-ups pour la game week qui arrive et quelles sont les équipes qu'on doit choisir et les joueurs qu'on doit choisir pour pouvoir essayer de faire des perfs. Les match-ups de la semaine qui arrivent avec une game week de semaine, on a des matchs, des équipes à 1, 2 et 3 matchs. Qu'est-ce qui va nous intéresser cette semaine? Les Cleveland Cavaliers qui affrontent les Bucks et les Bulls. Pas mauvais choix côté Cleveland, hein, très clairement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être à surveiller sur les deuxièmes rotations avec le retour de Max Strux et des impacts. Mais bon, en titulaire, hein, évidemment, Donovan Mitchell, Harden, Mobley. Si en plus Jarrett Allen continue à être absent, ça peut être vraiment intéressant, Evan Mobley, sur cette game week. La semaine, les match-up des Dallas Mavericks avec la Nouvelle-Orléans et Atlanta. On a vu là sur le match de la nuit dernière que Najee Marshall et PJ Washington ont fait de belles choses à côté de Cooper Flag, donc peut-être bis repetita, il y a peut-être des choses à aller chercher entre les deux. On sait qu'un Najee Marshall avec un L10 de 23, ça peut être vraiment très intéressant sur ce game week. PJ à 27 aussi, PJ Washington, ça peut être aussi très très intéressant. Les Denver Nuggets sont back-to-back avec les Sixers et les Memphis Grizzlies. Là aussi, très intéressant, hein. Bon, je ne vous fais pas de dessin qu'il faut choisir au côté de Denver, hein. Je ne vais pas faire cet élément-là. Les Pistons, double match-up contre les Wizards. Là aussi, hyper intéressant. Les Cunningham, Duren, voire même aussi les deuxièmes rotations parce que ça risque d'avoir du temps de jeu. Washington Wizards, on voit, ils ont un back-to-back, hein. Ils affrontent les Warriors ce soir, puis après les Detroit Pistons. Donc, il va y avoir encore plus de rotation et d'absents côté Wizards. Donc, le match du mardi pour les Pistons, ça risque peut-être pas de faire des gros scores côté les stars du 5, mais les deuxièmes rotations, ça peut être très intéressant, hein, du Stewart, du Javonte Green, alors Jenkins, il n'a pas sa carte, mais peut-être du Sasser, du Paul Reed. Des choses à aller surveiller sur ça, ça peut être plutôt pas mal. Les Clippers, pas mal, le double confrontation contre la Nouvelle-Orléans. On va surveiller le statut de Kawhi pour voir ce que ça va donner. Mais bon, derrière, voilà, on disait du Mathurin, du Garland, sûrement peut-être du Jordan Miller, du Isaiah Jackson, du Brook Lopez, donc vraiment des trucs plutôt pas mal. Les Grizzlies, à voir qui on joue, c'est très compliqué à essayer d'aligner, hein. C'est pour ça, tout ce qui est équipe qui tank là, essayer de trouver le bon joueur, c'est très compliqué, surtout que les Grizzlies, il y a énormément de turnover sur les absents, qui jouent pas, hein. Ty Jerome, ça joue pas. Spencer, est-ce que ça peut prendre le relais? Coward, est-ce que ça joue? Donc très compliqué à cibler. C'est un très bon match-up contre Chicago cette nuit. Alors, on aura peut-être les informations avant la clôture, mais peut-être voir du Ty Jerome, donc du Coward. Du Taylor Hendricks peut-être, du Cam Spencer à surveiller, enfin tous ces éléments-là qui peuvent être vraiment pas mal. La game week des Bucks avec un match-up contre le Jazz qui sera en back-to-back, automatiquement, ça s'aligne tous les jours, hein. Les Timberwolves contre Phoenix, c'est pas le meilleur des match-ups, mais par contre le Jazz en back-to-back,
Plutôt des choses intéressantes. Attention à voir comment va être géré Anthony Edwards, hein, parce qu'il peut très bien jouer un match et le lendemain, il y a un injury management et il joue pas contre le Jazz. Donc, s'il joue pas, ça peut être intéressant pour Ayo Dosunmu ou Bones Islands. On a aussi un magnifique L10 pour Julius Randle à 26. Au vu de la Game Week, ça peut être vraiment hyper intéressant. Et à 26, ça peut être un gros game changer au niveau des compos. Les Pels, Game Week contre le Mavs et double confrontation back-to-back contre les Clippers. Donc ça peut être des choses intéressantes. Hein. Trey Murphy, des gens de Murray, Zion, j'en passe et des meilleurs. Le Thunder, de toute façon, peu importe qui ils affrontent, c'est pas mal. Les Knicks, il n'y a qu'un seul match, donc compliqué d'essayer de les aligner, même si c'est les Pacers. C'est un peu risqué. Les Portland Trail Blazers, avec un double match-up contre les Nets et les Pacers, donc deux cancres de l'Est. Avdia, Grant, Klingan, Scott Anderson, Jrue Holiday. Voilà, il y a du monde à aller chercher du côté des Portland Trail Blazers avec des choses très intéressantes. Les Raptors qui ont fait un très beau match hier soir contre Détroit et qui affrontent Chicago en seul match. C'est un seul match, c'est un pari, mais c'est pas non plus un mauvais choix d'essayer d'aligner un Potel, un Ingram, un Scotty Barnes. Hein. Et les Spurs aussi, ça peut être pas mal sur Sacramento surtout. Voilà, ils affrontent Sacramento, c'est le match-up qui est vraiment intéressant. Mais il y a encore deux autres matchs. Bon voilà, Wemby et Wemby quoi. Voilà. Donc on a des choses vraiment plutôt pas mal sur la Game Week qui arrive. Cet épisode 16 de la Weekly Sorare NBA est maintenant fini. On espère qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager, liker, mettre un commentaire. Envoyez-nous de la force. Encore quelques semaines avant la fin de la saison. On essaie d'en profiter pour faire le maximum de streak, le maximum de reward avant la fin de saison. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 17, toujours 18h sur la chaîne Sorare NBA, le lundi soir. On vous souhaite à tous une très bonne semaine, une très bonne Game Week et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, tchuss!